Il y a une phrase que les conducteurs vétérans répètent lorsqu'ils voient passer un camion moderne avec ses feux ADL et son aérodynamique de vaisseau spatial. C'est très joli, mais est-ce qu'il tiendra 30 ans comme le mien a tenu ? Et cette question, aussi simple que profonde, renferme la grande différence entre deux époques. L'ère où les camions étaient conçus pour durer toute une vie professionnelle et l'actuelle où la technologie avance si vite que les véhicules semblent devenir obsolètes avant de vieillir. Ces camions représentent cette époque dorée de l'ingénierie, quand l'important n'était pas le dernier écran tactile, mais la capacité de démarrer chaque matin, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse une chaleur qui faisait fondre l'asphalte. Allons-y. Numéro 12, Mercedes-Benz NG, 1973-1988. Lorsque Mercedes-Benz a lancé la Neue Génération en 1973, le monde du transport européen n'a plus jamais été le même. Ce n'était pas seulement un nouveau camion, c'était une déclaration de principe. Les ingénieurs de Stuttgart avaient décidé que la durabilité n'était pas négociable et ils ont construit une cabine qui ressemblait à un bunker sur roue. Les aciers utilisés dans le châssis étaient de la plus haute résistance. Et les moteurs, ces 6 cylindres en ligne qui sonnaient comme un orchestre bien accordé, étaient construits avec des tolérances qui semblaient relever de l'horlogerie suisse. Le NG fut le camion qui a ouvert les autoroutes européennes, qui a transporté la reconstruction d'après-guerre, qui a prouvé que l'ingénierie allemande pouvait être à la fois précise et éternelle. Aujourd'hui encore, lorsque vous voyagez sur les routes secondaires d'Espagne, du Portugal ou des pays de l'Est, vous pouvez croiser un NG au travail. Ce n'est pas un véhicule de collectionneur, ce n'est pas une pièce de musée. C'est un camion qui continue de faire son travail 30, 40, 45 ans après sa sortie d'usine. Les conducteurs qui les ont conduits disent qu'ils ne se cassaient pas, ils se fatiguaient simplement. Et quand il se fatiguait, une réparation rendait l'âme au corps. Le NG ne connaît pas la retraite, il connaît la marche en avant. Numéro 11, Scania 143, 1987-1995. S'il y a un camion qui a fait rêver les transporteurs européens de la fin des années 80 et du début des années 90, c'était bien le Scania 143. Le mythique V8 des rêves, comme l'appelaient les Suédois, n'était pas un camion ordinaire. C'était une déclaration de puissance, une machine conçue pour ceux qui avaient besoin non seulement d'arriver, mais d'arriver avec autorité. Son moteur V8 de 14 litres et 500 chevaux était à cette époque une bête indomptable. Mais l'important n'était pas la puissance, mais la façon dont il était construit. Les Suédois, avec leur obsession pour la qualité, ont utilisé des matériaux et des processus qui garantissaient une durée de vie mesurée en millions de kilomètres, et non en centaines de milliers. Les Scania 143, bien entretenus, ont prouvé qu'ils pouvaient dépasser le million de kilomètres sans avoir besoin d'une réparation majeure. Et il y en a qui ont atteint le 1,5 million, les 2 millions, toujours avec le même rugissement profond qui glaçait le sang de la concurrence. Aujourd'hui encore, voir un 143 sur la route est un événement. Sa silhouette, avec cette calandre caractéristique et cette posture fière, impose le respect. Les camions modernes, avec toute leur technologie, s'écartent lorsqu'un 143 apparaît. Ils savent qu'ils sont devant un roi. Un roi qui, bien qu'il ait des années, conserve la force d'humilier n'importe quel parvenu. Ce qui rend légendaire le Scania 143, ce n'est pas seulement son moteur V8 de 14 litres, mais la manière dont il a été construit autour de l'idée qu'un camion doit être un investissement pour toute la vie. Les Suédois ont utilisé des aciers à haute résistance dans le châssis et des blocs moteurs avec des alliages qui supportaient l'usure d'une manière qui semblait surnaturelle. Beaucoup de conducteurs européens racontent la même histoire. Après 1 million de kilomètres, le moteur conservait sa compression d'origine, sans fumées étranges, sans bruits inquiétants. Et le plus impressionnant est que lorsqu'un composant nécessitait de l'attention, la simplicité de la conception permettait des réparations profondes sans avoir besoin de démonter la moitié de la cabine. Le 143 fut le premier camion à prouver que la puissance et la longévité pouvaient aller de pair. C'est pourquoi lorsqu'un Scania moderne croise un 143 restauré, le conducteur du nouveau sait qu'il voit son grand-père. Et comme avec tous les grands-pères, le respect est automatique. Numéro 10, Volvo F12 1977-1993. Si quelqu'un vous demande quel camion a construit l'Europe moderne, la réponse est claire. Le Volvo F12. Pendant plus de 15 ans, ce géant suédois a été la colonne vertébrale du transport continental. Des fjords norvégiens aux autoroutes allemandes, en passant par les routes de montagne espagnoles, le F12 était partout. Son moteur de 12 litres était un chef-d'œuvre de simplicité et de robustesse. Il ne cherchait pas de record de puissance, il cherchait une chose, la fiabilité. Et il l'obtenait amplement. Les transporteurs qui ont eu un F12 savent qu'ils pouvaient compter sur lui pour les itinéraires les plus durs, pour les climats les plus adverses.
pour les charges les plus lourdes. Et quand venait le moment de l'entretien, n'importe quel mécanicien, avec un peu de bon sens, pouvait le réparer sans avoir besoin d'ordinateur ni d'équipement de diagnostic. Le F-12 est le grand-père qui gagne encore des courses. 30 ans plus tard, beaucoup continuent de travailler, non pas comme des pièces de collection, mais comme des outils de travail quotidien. Dans les pays de l'Est, en Afrique, en Amérique du Sud, les F-12 continuent de rouler, prouvant que la vieillesse n'est pas une maladie quand la construction est adéquate. Et chaque fois qu'un camion moderne passe à ses côtés, le F-12 semble sourire avec cette calandre carrée, comme pour dire « Occupe-toi de tes affaires, moi je suis toujours là ». Le Volvo F-12 n'a pas seulement construit l'Europe, il a construit la réputation d'une marque. Son secret résidait dans l'obsession pour les détails que personne ne voyait. Les supports du moteur étaient surdimensionnés. Les faisceaux de câbles avaient des protections supplémentaires et la peinture du châssis était si épaisse qu'elle résistait à des années de sel et de gravier sans s'oxyder. Les transporteurs qui ont eu un F-12 savent qu'ils pouvaient dormir tranquilles parce que le camion ne les laisserait pas tomber dans le col de montagne le plus dur. Et quand venait le moment de le vendre, le prix se maintenait comme aucun autre parce que tous savaient que le F-12 n'était pas un camion d'occasion, c'était un outil éprouvé. Aujourd'hui encore, sur les routes secondaires du Portugal ou sur les routes des Balkans, il est possible de voir ces géants orange ou bleus travailler avec la même dignité qu'au premier jour. Sa silhouette carrée et sa calandre en acier semblent dire « Je n'ai pas besoin d'être beau, j'ai besoin d'être fiable ». Et ils le sont, vraiment. Numéro 9. Mack Air Series, 1965-2005. 40 ans, c'est le temps qu'a duré la production de la série R de Mack. 40 ans sans changements radicaux, sans révolutions esthétiques, sans obsolescence programmée. Seulement une formule éprouvée encore et encore. Un châssis en acier à haute résistance, un moteur diesel de 6 cylindres avec la fiabilité d'une pierre et une cabine à long capot qui est devenue l'icône du transport américain. La série R n'était pas belle selon les canons européens, mais elle avait une présence qui imposait le respect. C'était le camion de ceux qui travaillaient dans les mines, dans les forêts, sur les routes inter-États. C'était le camion de ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'échecs. Et il n'échouait pas. Il existe des histoires de série R qui ont dépassé les 2 millions de milles. 2 millions de milles, c'est 80 tours du monde. Ce sont des décennies de travail ininterrompu. Ce sont des générations entières de conducteurs qui se sont assis sur le même siège, ont tourné la même clé et ont écouté le même rugissement. Les séries R qui survivent aujourd'hui sont vénérées comme des reliques, mais elles ne sont pas dans des musées. Beaucoup continuent de travailler, transportant du bois au Canada, traînant des machines en Australie, déplaçant de la terre en Amérique du Sud, parce que la série R ne connaît pas la retraite, elle ne connaît que le travail. Numéro 8, Fiat 682 N2, 1952-1989. L'Italie est connue pour ses voitures de sport, pour son design, pour sa passion. Mais elle a aussi construit l'un des camions les plus résistants de l'histoire. Et elle l'a fait avec une formule très simple. Le faire basique, le faire robuste et ne rien changer pendant des décennies. Le Fiat 682 N2 n'était pas beau, n'était pas rapide, n'était pas technologique. Son design, avec les moustaches chromées classiques sur la calandre, semblait presque amical. Mais sous cette apparence simple se cachait une machine capable de supporter des abus qu'aucun ingénieur n'avait prévus. En Afrique et au Moyen-Orient, où les routes sont une suggestion et les charges un défi, les 682 N2 ont été surchargés jusqu'à 200% de leur capacité nominale. Et le châssis ne cédait pas. Le moteur, lent en tour mais avec un couple généreux, pouvait fonctionner avec un carburant de qualité douteuse, avec des mélanges qui auraient tué n'importe quel moteur moderne en quelques heures. La production s'est étendue sur plus de 30 ans, un laps de temps qui, dans l'industrie automobile, est presque une éternité. Et pendant toutes ces années, le design de base n'a pratiquement pas changé, parce que ce n'était pas nécessaire. Le 682 N2 était spartiate, inconfortable, bruyant, mais il était mécaniquement indestructible. Un outil fait pour durer plus longtemps que la génération qui l'a acheté. Et dans de nombreux coins de la planète, aujourd'hui encore, il continue de le faire. Numéro 7. Kenworth. Ou 900, 1960 et ainsi en présent, mais les classiques sont ceux des années 70 à 90. S'il existe un camion qui représente le rêve américain sur roue, c'est le Kenworth W900. Sa silhouette, avec ce capot interminable qui semble ne jamais finir, est reconnue dans le monde entier comme l'icône du transport lourd américain. Mais derrière cette esthétique légendaire se trouve une machine construite avec une philosophie très simple. Fais-le fort, fais-le durable, fais-le pour toujours. Le W900 s'est construit de manière semi-artisanale encore aujourd'hui.
Les travailleurs de Kenworth consacrent des heures à ajuster, souder et assembler chaque unité avec un niveau de détail qui frise l'obsession. Les moteurs qu'ils montent, Cummins ou Caterpillar dans leurs époques dorées, sont des légendes à part entière. Il existe des histoires de W900 qui ont accumulé plus de 2 millions de milles, qui ont traversé les États-Unis des centaines de fois, qui ont travaillé dans les mines, dans les forêts, sur les routes inter-États et qui aujourd'hui encore, après des décennies, sont toujours sur la route. Les exemplaires des années 70 et 80, les vrais classiques, sont particulièrement convoités, pas seulement pour leur valeur historique, mais parce qu'ils représentent une époque où la qualité n'était pas négociable, où chaque vis était serrée avec la certitude qu'elle allait durer. Les conducteurs qui s'asseyent au volant d'un V900 classique savent qu'ils conduisent une pièce d'histoire, mais ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur lui. Parce que le W900 n'a pas été conçu pour impressionner dans les concessions, il a été conçu pour impressionner au kilomètre 1 million. Et quand un moderne le croise, la seule chose qu'il peut faire est de s'écarter et d'admirer. Jusqu'ici, nous avons vu des machines impressionnantes, des camions classiques qui humilient déjà beaucoup de modernes. Mais ceux qui viennent sont l'élite de l'élite. Ce sont ceux qui ont été testés dans des guerres, dans des déserts, dans le cercle polaire arctique. Ce sont ceux dont les conducteurs vétérans se souviennent avec des larmes aux yeux parce qu'ils savent qu'on ne fait plus des choses dans les comme ça. Et le numéro 1 est si indestructible qu'il roulera probablement encore quand les camions électriques d'aujourd'hui seront de la ferraille. Numéro 6, Magirus Dodge 232, années 70 à 80. L'Allemagne est célèbre pour sa précision, pour son obsession des détails, pour son ingénierie parfaite. Mais dans les années 70, Magirus Dodge a décidé de prendre un chemin radicalement différent de celui de ses concurrents. Alors que tout se compliquait avec des systèmes de refroidissement liquide, des radiateurs, des tuyaux et des pompes à eau qui pouvaient tomber en panne, ils ont dit « Et si nous simplifions ?» C'est ainsi qu'est né le Magirus Dodge 232, un camion avec moteur refroidi par air. Sans eau, sans radiateur, sans antigel, sans rien qui puisse geler en hiver ou bouillir en été. Le moteur, un V6 ou V8 selon la version, était entouré d'air et rien d'autre. Cela signifiait qu'il pouvait travailler dans le désert du Sahara, avec des températures de 50 degrés sans risque de surchauffe. Et il pouvait aussi travailler en Sibérie, à 50 sous zéro, sans que l'eau ne gèle et ne casse le bloc. Le son d'un Magirus Dodge était inconfondable. Ce n'était pas le rugissement profond d'autres moteurs, c'était un sifflement caractéristique, comme celui d'un avion, qui s'entendait à des kilomètres. Les conducteurs l'appelaient « le camion qui n'a pas besoin de boire ». Et en effet, il n'avait pas besoin d'eau pour survivre. Sa simplicité était sa plus grande vertu. Moins de pièces signifiait moins de choses qui pouvaient se casser. Et quand quelque chose se cassait, les réparations étaient simples, à la portée de n'importe quel mécanicien avec un peu de bon sens. Aujourd'hui, trouver un Magirus Dodge 232 en fonctionnement est une rareté. Mais ceux qui survivent continuent de travailler, principalement dans des pays où les températures extrêmes sont le pain quotidien. Et chaque fois que l'un d'eux démarre, ce sifflement caractéristique rappelle à toutes les personnes présentes qu'il y a eu une époque où l'ingénierie n'avait pas peur d'être différente. Numéro 5. Tatra 815, 1983, présent. S'il y a un camion qui semble conçu sur une autre planète, c'est le Tatra 815. Les Tchèques, avec leur esprit ingénieux et leur tradition industrielle, ont créé quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vu. Son châssis n'est pas fait de longerons comme les occidentaux, c'est un tube central, une colonne vertébrale qui parcourt tout le véhicule et protège la transmission à l'intérieur. De ce tube sortent des essieux oscillants indépendants qui permettent à chaque roue de monter et descendre sans affecter les autres. Cela signifie que le Tatra peut franchir des terrains qui laisseraient n'importe quel autre camion patiner sur son propre essieu. Rochers, sable, boue, neige, le Tatra traverse tout avec une facilité déconcertante. Et en plus de tout cela, il porte un moteur V8 refroidi par air, comme le Magirus, mais avec une personnalité encore plus marquée. Les camionneurs tchèques ont un dicton « Le Tatra ne se casse pas, il s'use ». Et c'est littéralement vrai. Ces camions accumulent des millions de kilomètres dans les pires conditions imaginables. Et quand ils ont enfin besoin d'entretien, ce n'est pas parce qu'une pièce a lâché, mais parce que l'usage continu a atteint la limite naturelle du matériau. Vous le réparez, et il repart. Conçu à l'origine pour l'armée et pour des applications extrêmes, le Tatra 815 a prouvé sa valeur aux confins de la Sibérie, dans les mines à ciel ouvert, sur les routes impossibles des Ourals. Quand un camion moderne reste coincé dans la boue, le Tatra passe à côté de lui, le regarde avec mépris et continue sa route. Il n'y a pas de concession esthétique, pas de luxe, pas de technologie superflue. Il y a une seule chose, une volonté de faire d'aller de l'avant. Numéro 4. Ural 4320, 1977, présent.
S'il existe un camion qui peut se vanter d'avoir tout vu, c'est l'Ural 4320. Conçu en Union soviétique pour l'armée rouge, sa mission était claire. Opérer n'importe où, sous n'importe quel climat, avec n'importe quel carburant, et continuer à déplacer des fournitures même si le monde s'écroulait. Et il a été construit pour remplir cette mission sans excuse. Son châssis est une œuvre d'art du surdimensionnement. Les longerons en acier à haute résistance semblent sortis d'un pont, pas d'un camion. Son moteur, un V8 diesel de grande cylindrée, a été conçu pour fonctionner avec des carburants de basse qualité, avec des mélanges qui tueraient n'importe quel moteur moderne en quelques heures. Et sa suspension, à lame renforcée, peut supporter des charges qui feraient pleurer n'importe quel ingénieur du confort. Les conducteurs russes ont un dicton. Si l'Ural ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Et ce n'est pas une exagération. Il existe des histoires d'Ourals qui ont traversé des rivières avec l'eau jusqu'à la cabine, qui ont monté des pentes qui semblaient être des murs, qui ont circulé sur des routes qui ne méritaient pas ce nom. Et quand vous le comparez à un camion moderne, avec toute son électronique et ses systèmes d'aide à la conduite, le moderne semble être en papier. L'Ural n'a pas de caméra de recul, n'a pas de capteur d'angle mort, n'a pas d'assistant de trajectoire. Il a un moteur, une transmission, des essieux et une volonté de faire. Et cela suffit. Parce que l'Ural n'a pas été conçu pour être confortable, il a été conçu pour survivre. Et il survit. Numéro 3. MAN F8 années 70 à 80. L'Allemagne revient sur la liste, mais cette fois avec un classique parmi les classiques. Le MAN F8 était le camion de toute une vie, celui que les transporteurs européens choisissaient lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose qui dure et dure encore sans poser de problème. Son design était fonctionnel, sans stridence, sans concession à la mode. Une cabine carrée, un châssis robuste, un moteur qui semblait être en fonte. Mais derrière cette apparence simple se cachait l'une des mécaniques les plus fiables que le continent ait produites. Les moteurs MAN de la série F8 étaient construits pour durer. Ils ne cherchaient pas de record de puissance, ils cherchaient une chose, arriver. Et ils arrivaient. Des millions de kilomètres plus tard, ils arrivaient toujours. Les conducteurs qui ont eu un F8 se souviennent avec nostalgie de cette sensation de sécurité, de savoir que quoi qu'il arrive, le camion vous sortirait d'affaire. Il n'y avait pas d'électronique qui tombait en panne, il n'y avait pas de capteur qui posait un problème, il n'y avait pas d'écran qui devenait noir. Il y avait un moteur qui démarrait toujours, une transmission qui répondait toujours, des freins qui s'arrêtaient toujours. Aujourd'hui encore, de nombreux F8 continuent de travailler dans les pays de l'Est et en Afrique. Ce ne sont pas des pièces de musée, ce sont des outils de travail quotidien. Et lorsqu'un moderne les croise, il ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de respect. Parce que le F8 est le grand-père qui gagne encore des bras de fer. Celui qui prouve que l'âge n'est pas un obstacle quand la construction est adéquate. Numéro 2. Unimog 1948, présent, mais les classiques sont ceux des années 60 à 80. Dire Unimog, c'est dire polyvalence, c'est dire résistance, c'est dire légende. Ce véhicule, né dans l'Allemagne d'après-guerre comme un tracteur agricole polyvalent, a vite prouvé qu'il pouvait être bien plus. Son châssis flexible, avec des longerons qui peuvent se tordre sans se rompre, lui permet de s'adapter à des terrains que n'importe quel autre véhicule considérerait comme impossibles. Son système de prise de force à l'avant, à l'arrière et au centre lui permet de s'accoupler à des centaines d'outils différents. Débroussailleuses, chasse-neige, balayeuses, équipements de forage, grues et une très longue liste d'autres exemples. Mais ce qui rend l'Unimog véritablement spécial, c'est sa résistance mécanique. Les modèles classiques, ceux des années 60 à 80, sont les plus recherchés par les collectionneurs et aussi par ceux qui ont besoin d'un outil de travail fiable. Il y a des Unimog qui travaillent dans les Alpes, dégageant des routes après des avalanches. Il y a des Unimog dans la jungle amazonienne, ouvrant des chemins là où il n'y en a pas. Il y a des Unimog dans les déserts d'Afrique, transportant des équipements d'exploration pétrolière. Il y a des Unimog dans le cercle polaire arctique, apportant un soutien aux stations scientifiques. Tous travaillent dans des conditions extrêmes, avec des températures allant de 50 degrés sous zéro à 50 degrés au-dessus de zéro, et tous continuent de fonctionner. Les 4x4 modernes, avec toute leur technologie et leurs systèmes électroniques de traction, pâlissent à ses côtés. Parce que l'Unimog n'a pas besoin d'électronique pour savoir où poser ses roues. Il le sait parce qu'il est construit pour cela. Parce que chaque pièce, chaque angle, chaque vie est pensée pour une seule chose. Aller de l'avant, coûte que coûte. Numéro 1, le roi indiscutable. ZIL 130, Russie, 1964 à 1994. Ce ne peut être aucun autre. Il n'y a pas de débat, pas de discussion, pas de seconde place qui s'en approche. Quand nous parlons d'indestructibilité, quand nous cherchons le véhicule qui représente le mieux, l'idée que ce qui est simple est éternel, l'esprit n'hésite pas une seconde. C'est le ZIL 130. Conçu en Union soviétique en 1964, le ZIL 130 est né avec une philosophie très claire.
que n'importe quel paysan, n'importe quel soldat, n'importe quelle personne avec un minimum de connaissances mécaniques puisse le réparer au milieu de nulle part avec des outils rudimentaires. Et il y s'est parvenu d'une manière qu'aucune autre marque n'a réussi à égaler. Son moteur, un V8 à essence dans les premières versions, puis diesel, était si simple qu'il ressemblait à un jouet de mécano. Vous pouviez le démonter entièrement avec un jeu de clés et un peu de patience. Ces pièces étaient grandes, robustes, conçues pour ne pas casser. Et si l'une d'elles cassait, n'importe quel atelier de la planète pouvait fabriquer une réplique ou en adapter une similaire. Son châssis, fait de longerons en acier à haute résistance, supportait des surcharges brutales sans broncher. En Union soviétique, où les routes étaient un projet en attente et les distances étaient incommensurables, le ZIL 130 était la colonne vertébrale du transport. Des rues de Moscou aux confins de la Sibérie, en passant par les déserts d'Asie centrale, le ZIL était partout. Il n'avait pas de luxe, pas d'électronique, rien qui puisse casser. Il avait un moteur, une transmission, 4 roues et une volonté de faire d'aller de l'avant. Les conducteurs racontaient des histoires presque mythologiques à son sujet. Ils disaient que vous pouviez le laisser abandonner dans une forêt pendant 5 ans, revenir, y mettre de l'essence neuve et qu'il démarrerait. Ils disaient que s'il tombait dans une rivière, vous le sortiez, vous changiez l'huile et il continuait. Ils disaient qu'il y avait des îles qui avaient reçu des impacts de mitraille, qui avaient perdu des roues, qui avaient fonctionné avec un demi-moteur et qu'ils étaient arrivés à destination. Et le plus incroyable, c'est que beaucoup de ces histoires sont vraies. Aujourd'hui encore, des décennies après l'arrêt de la production, il y a des ZIL 130 qui travaillent dans les zones les plus reculées de Russie, dans les pays de l'ex-URSS, en Afrique, en Asie. Ce ne sont pas des pièces de musée, ce ne sont pas des véhicules de collectionneurs, ce sont des outils de travail qui refusent de mourir. Le ZIL 130 n'est pas un camion, c'est un monument à l'idée que la véritable ingénierie n'est pas celle qui complique le plus les choses, mais celle qui les simplifie jusqu'à les rendre éternelles. Et c'est pour cela qu'il humilie n'importe quel moderne. Parce que tandis que les camions d'aujourd'hui ont besoin d'ateliers spécialisés, de scanners de diagnostic et de techniciens avec une formation spécifique pour réparer une simple panne, le ZIL a besoin d'un mécanicien avec de l'envie et quelques outils. Et cela dans un monde de plus en plus compliqué, dans un monde où la technologie avance si vite que les véhicules deviennent obsolètes avant de vieillir, c'est le plus grand luxe qui existe. Le ZIL 130 est le roi indiscutable. Celui qui prouve que ce qui est vieux n'est pas obsolète, c'est éternel. La prochaine fois que vous verrez un camion moderne avec ses feux ADEL, sa cabine pleine d'écrans, ses systèmes d'aide à la conduite et son aérodynamique de vaisseau spatial, demandez-vous combien de temps il durera. Demandez-vous si quelqu'un pourra le réparer dans 30 ans avec des outils rudimentaires au milieu de nulle part. Demandez-vous s'il atteindra le million de kilomètres sans une panne catastrophique. Ces 12 classiques ont prouvé que oui, c'est possible.